Dans un monde du football où l'objectif de plus en plus de clubs est uniquement de faire gagner de l'argent à des actionnaires venus du monde entier, il existe un autre type de clubs en voie de disparition qui ont un tout autre objectif, une toute autre mentalité. Ce sont les clubs de socios. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que le confinement se passe pour le mieux. Je sais pas vous, mais il y a certains types de propriétaires de clubs de football qui me rendent absolument malade. Typiquement, la famille Glazer à Manchester United qui n'en a rien à faire de l'histoire du club, ni des supporters, tout ce qu'ils veulent c'est se faire de l'argent grâce au club. Que dire d'un propriétaire aussi comme Pete Winkelman qui en 2003 rachète Wimbledon, fait déménager le club à 100 km de là, à Milton Keynes, comme si on pouvait gérer un club de football en Angleterre comme une franchise de sport aux États-Unis. Et puis aussi Ellis Shorts qui a coulé le club de Sunderland durant des années et des années. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres types de clubs avec des propriétaires absolument incroyables. Ces types de clubs-là, ce sont les clubs de socios. Le Real Madrid, le Barça pour les clubs les plus connus, mais aussi l'Athletic Club, River, Boca, tous les clubs argentins et en grande partie le FC Porto, ce sont des clubs qui appartiennent à leurs membres, à leurs socios, et non pas à un riche propriétaire. D'ailleurs, tout l'argent qui est généré par ces clubs, il ne va pas dans la poche du propriétaire, il est réinvesti dans le club. Parce que le but de ces clubs, c'est ni de générer de l'argent, ni de produire un spectacle sportif. Le but de ces clubs, c'est vraiment d'être un lieu social, un lieu de rencontre. Alors, c'est un peu moins le cas en Europe parce que la fonction sociale des clubs a un peu disparu, mais en Argentine, par exemple, pays d'excellence des clubs de socios, le but, c'est que les propriétaires du club, les gens comme vous et moi, puissent se rencontrer dans les installations du club, passer du bon temps ensemble. Si vous êtes socios de Boca, par exemple, vous avez la possibilité d'aller à la piscine de Boca Juniors avec une super vue sur la Bombonera et de passer du temps avec vos amis qui sont aussi socios du club. Même chose à River, vous pouvez aller jouer au tennis sur les terrains de River. Comme ce type de club appartient à ses membres, logiquement, ces derniers ont beaucoup à dire sur la façon dont le club doit être administré. Une anecdote à ce sujet qui m'a été racontée par Rémi Dandani, qui m'a beaucoup aidé pour la partie football portugais de cette vidéo. En 2000, José Mourinho va être nommé entraîneur du Sporting immédiatement après avoir quitté Benfica. Et les supporters du Sporting vont manifester devant le club pour que José Mourinho ne soit pas leur nouvel entraîneur. On ne veut pas d'un ennemi benfiquiste. Les supporters auront gain de cause, José Mourinho ne sera pas entraîneur du Sporting et il devra se tourner du côté d'un autre club, l'União Leira. Comme le club appartient à ses membres, il revient à ces derniers de prendre les grandes décisions, parmi lesquelles élire un président. Le problème, c'est que comme il y a des postes de pouvoir qui sont en jeu, il y a des luttes terribles pour le pouvoir qui prennent place à l'intérieur du club. Au Barça, par exemple, ça fait plus de 15 ans qu'il y a une guerre de clans entre le clan de Joan Laporta, ancien président, et le clan de Sandro Rosell, le président qui lui a succédé, actuellement représenté par Josep Maria Bartomeu, président du Barça. Ces luttes intestines, elles sont très caractéristiques de ce club-là, puisque déjà durant les années 70, Johan Cruyff s'en rendait compte quand il a débarqué au Barça. Et d'ailleurs, il est très bien placé pour le savoir parce que lui aussi a fait partie de ces luttes de pouvoir. Il a toujours eu beaucoup d'influence sur l'entourage du club. Il s'est très clairement positionné en faveur de certains candidats et contre d'autres. Bref, il a aussi fait partie de ces luttes-là. C'est quelque chose d'ailleurs que détestait le clan Rosell. Il voyait vraiment l'influence de Cruyff comme une influence parasitaire. Ils gravitaient vraiment autour du club et eux, ça les dérangeait énormément. Des coups bas dans la presse, des saillies vraiment en public qui font pas du tout du bien à l'image du club, des affaires parfois qui se terminent devant les tribunaux. Les autres clubs ne se soustraient pas non plus à ces guerres de clans. Ça fait plus de 20 ans que du côté de Boca, le clan Macri a une influence sur le club. Macri qui est ensuite devenu président de la nation argentine. Et puis du côté du Real Madrid, ça fait aussi plus de 20 ans que Florentino Pérez gravite autour du club. Pour la petite histoire, durant la brève période où il n'a plus été président du Real entre 2006 et 2009, son ancien bras droit lui était resté au Real Madrid et il passait des informations à Pérez pour que ce dernier puisse mieux préparer son retour. Ce qui peut se passer dans ces clubs aussi, c'est qu'ils deviennent très présidentialistes. Tout tourne autour de la figure du président qui a un pouvoir quasiment illimité et qui règne sur le club d'une main de maître. Florentino Pérez, par exemple, il a changé les statuts du Real Madrid pour rendre l'accès à la présidence du club encore plus compliqué. Du coup, il n'a aucune concurrence durant les élections et il est absolument tranquille.
Pinto da Costa, autre exemple, il règne à Porto depuis belle lurette, depuis 1982, où il y a eu seulement 2 élections où quelqu'un a osé se porter candidat face à lui. On dirait des tactiques dignes de dictateurs sud-américains ou africains qui changent la constitution et qui tout d'un coup peuvent enchaîner un 3e, un 4e mandat ou être à la tête du pays ad vitam aeternam. Un autre élément qui peut un peu pénaliser ces clubs, c'est l'instabilité qu'ils peuvent rencontrer. Je vous disais dans la vidéo au sujet de Maradona que ce dernier, en plein milieu de la saison, il était prêt à quitter son poste d'entraîneur à Gimnasia si le président du club changeait. Un autre exemple, c'est du côté de Boca où un candidat à la présidence avait dit « Si moi je suis élu président, on change l'entraîneur ». Mais attends, on est au milieu de la saison, Boca est en train de jouer des titres, c'est peut-être pas la meilleure décision possible. On vient de voir les luttes qui peuvent exister entre les différents clans aspirant à contrôler le club, mais ces luttes, elles existent également entre les supporters et parfois, ce sont de véritables fractures qui se créent entre eux. Comme dans une démocratie, comme dans une république, chose publique, le club appartient à tout le monde et il y a des divergences sur la manière de le gouverner. Ce qui se passe par exemple dans le cas d'un club comme le Barça qui est très intéressant, c'est qu'il y a une fracture entre les générations, ce qu'on appelle des cohortes générationnelles en sciences politiques. Les jeunes générations, elles ont vu un Barça gagner avec un certain style et elles sont attachées à ce style, tandis que les plus vieilles générations, elles ont vu de longues périodes durant lesquelles le Barça ne gagnait rien du tout et elles ont vu aussi des longues périodes durant lesquelles le Barça économiquement n'était pas fort. Du coup pour elles, le fait d'avoir un club sain économiquement et d'avoir un club qui gagne, on va dire presque peu importe la manière, ça compte beaucoup. Pour les jeunes générations, le style, c'est quelque chose qui compte davantage que d'autres facteurs comme l'état de l'économie du club. Et du coup, vous avez des vieilles générations qui sont assez favorables ou plutôt favorables à Bartomeu, parce que le club est bon économiquement et qui gagne des titres. Les jeunes générations, elles, sont très furieuses contre Bartomeu parce que le style cruyffiste est complètement bafoué. Ce conservatisme des générations plus anciennes, davantage soucieuses des aspects économiques versus ce progressisme, si on peut dire, des jeunes générations plus attachées à des aspects idéologiques, il s'est clairement retrouvé au Barça lors de l'élection en 2015. À cette époque-là, le président Bartomeu ment aux socios sur le prix du transfert de Neymar, une affaire pour laquelle le Barça va se retrouver devant les tribunaux. Institutionnellement, c'était une situation catastrophique. Mais qu'est-ce qui se passe? Contre toute attente, le Barça remporte le triplé cette année-là, la cote de Bartomeu monte en flèche, il se fait réélire confortablement. C'est ce qu'on appelle aussi en sciences politiques le vote économique. Quand la situation d'un pays elle est bien économiquement, le président se fait réélire. Dans le cas d'un club de football, quand la situation de son armoire à trophées est bonne, le président a toutes les chances de se faire réélire, malgré le fait qu'il puisse avoir un bilan désastreux sur d'autres éléments. Les périodes d'élection dans les grands clubs sont hyper intéressantes à suivre, même si ce qu'il se passe en coulisses n'est pas toujours très propre. La raison pour laquelle les associations de supporters, les peñas comme on les appelle en Espagne, sont généralement favorables au président en poste et usent de leur influence pour faire campagne en sa faveur et lui attirer beaucoup de voix, c'est parfois parce qu'il y a des cadeaux qui se sont faits en catimini. C'est facile pour le président d'obtenir un maillot signé par l'équipe professionnelle et de l'offrir à la peñas ou que les joueurs de l'équipe professionnelle rendent visite à la peña dans ses locaux. L'autre chose qui est souvent utilisée pour s'attirer des votes, c'est les promesses électorales qui prennent la forme d'un grand nom. Laporta en 2015 par exemple, il avait dit que s'il était élu à la tête du Barça, il ferait venir Pogba. Florentino Pérez, son truc, lui, c'était de faire venir Figo en 2000. Des clubs qui appartiennent à leurs membres, c'est très bien, des membres qui peuvent décider de la destinée du club aussi, mais le talon d'Achille des clubs de socios se situe dans l'aspect économique. Il n'y a pas d'actionnaire capable de venir éponger les pertes. S'il y a un trou dans la caisse, la survie du club, elle est clairement menacée. C'est ce qui s'est passé à Belenenses en 2012, un club de socios, mais qui a dû céder la plus grande partie du club à un actionnaire parce que financièrement, la survie du club était en danger. Le Real Madrid, le Barça, l'Athletic Club, ce sont des clubs de socios qui ont survécu au passage du temps. Ils sont immensément populaire, ceci explique cela. Le cas de Sasuna, le 4e club de socios du pays, est un petit peu plus surprenant, mais ils s'en sortent. C'est clairement pas le cas de tout le monde toutefois. Dans les années 90, les clubs espagnols étaient tellement endettés que les instances ont demandé à ce qu'ils deviennent des sociétés anonymes pour éviter leur disparition. Du coup, il y a un actionnaire derrière ou il y a plusieurs actionnaires derrière capables d'assurer la survie du club. C'est également ce qui s'est passé au Portugal où à partir de 2013, les clubs ont été forcés à se convertir en sociétés anonymes. Alors certains ont toujours des socios
en leur sein, mais pour d'autres, la plus grande partie du club est possédée par des investisseurs privés. Le meilleur modèle, c'est peut-être le modèle allemand, finalement, le modèle du 50+1. Le modèle allemand, pour moi, il réconcilie parfaitement deux modèles antagonistes. Le modèle des clubs de socios et le modèle où l'entier du club est possédé par des investisseurs privés. Ce modèle du 50+1, il stipule que c'est impossible pour des investisseurs privés de posséder la majorité des parts du club. Le 51% du club appartient à l'association qui gère ce club historiquement, et du coup ça donne une Bundesliga où les supporters sont très considérés. Tu m'étonnes, ceux qui possèdent la majorité de leur club. Pour terminer, je voulais aborder un paradoxe à l'endroit de ces clubs de socios. D'un côté, c'est toujours plus dur pour eux de survivre au plus haut niveau, on l'a vu avec plusieurs exemples. Le meilleur d'entre eux, c'est peut-être l'exemple argentin, un pays où l'entier des clubs est possédé par ses socios, mais qui est en train de perdre beaucoup de terrain par rapport au Brésil, où les investisseurs privés sont très présents dans les clubs et apportent énormément d'argent. Mais d'un autre côté, on est en train de voir un besoin des supporters de se réapproprier leur club et de contrer ce football business, ce football moderne. En réaction à la gestion catastrophique de la famille Glazer à la tête de Man U, s'est créé il y a quelques années de cela le FC United of Manchester, un club entièrement possédé et administré par ses socios. Même chose avec l'AFC Wimbledon, créé en réaction au déménagement du FC Wimbledon à Milton Keynes à cause du propriétaire dont je vous faisais mention dans l'introduction. En Espagne, s'est créé l'Atlético Club de Socios en réaction à la néfaste gestion des dirigeants de l'Atlético de Madrid. J'étais allé les rencontrer il y a un an et je vous laisserai l'article en description où vous pourrez vraiment voir les dynamiques à l'œuvre dans ces clubs-là et le besoin de se réapproprier le football. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, ça me fait très plaisir et ça m'intéresse de savoir dans les commentaires si, en tant que supporter, vous verriez d'un bon oeil que votre club soit un club de socios qui vous appartienne ainsi qu'à plein d'autres personnes, même si le club du coup peut être assez fragile, même si sa survie n'est pas assurée, c'est pas du tout non plus dit qu'il gagne des titres et peut-être même qu'il devra jouer dans les divisions inférieures. Ou alors est-ce que vous êtes plutôt du genre à préférer que le club soit possédé par quelqu'un qui a de l'argent et qui garantisse la pérennité du club, même si au final il peut faire ce qu'il veut de votre club. Nous, on se retrouve dans une semaine, comme d'habitude, dimanche 10h, et on parlera d'un sujet un peu plus léger que d'habitude, mais je pense qu'il peut vous plaire. Allez, à toutes! Yes, 2h du mat, montage fini, moment parfait pour regarder La Casa de Papel.